Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes le lundi 9 mars 2020. Il sonne 11h et nous sommes ici au studio avec l'accompagnement technique de nos deux techniciens, Victor Bekokou, Michel Tomega et Géraud Dakoucha. Vous le savez déjà, à partir de 12h00, vous pourrez entrer en ligne sur nos deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour co-animer avec nous, avec vos questions, avec vos propositions, vos critiques pour que l'émission soit le plus inclusive possible. Eh bien, au studio aujourd'hui avec quelqu'un qui opère un bon retour, Jean-Baptiste Artissot de corps diplomatique togo.com. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de Canal FM. Merci à tous ceux qui m'avaient à manquer durant ce laps de temps, mais c'est pour de bonnes raisons que j'étais absent, mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, je suis avec vous. Le Seigneur est toujours avec nous, n'est-ce pas, Liromoru Chakala? Absolument, il fait de très belles choses dans nos vies respectives. Sa présence nous réconforte et nous fait obligation de mieux servir ceux qui nous écoutent. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci, nous attendons incessamment un troisième confrère, mais pas prudence, même si vous devinez déjà de qui il s'agit, mais assurons-nous quand même de sa présence effective dans le studio pour vous l'annoncer. Mais déjà, nous pouvons méditer sur cette pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de Michael Aquila, qui a écrit, citation, « Le désir de bien faire est un puissant moteur. Le désir de faire le bien est plus puissant encore. Alors, que le bien soit notre moteur. » Encore une fois, Michael Aquila qui a écrit, citation, « Le désir de bien faire est un puissant moteur. Le désir de faire le bien est plus puissant encore, alors que le bien soit notre moteur. » Nous allons tâcher que le bien de l'information avérée, de l'information contradictoire, équilibrée, soit notre moteur tout au long du club de la presse. Nous allons visiter plein du sujet de proximité du coronavirus 2019 à la situation post-électorale au Togo et bien sûr d'autres questions, notamment nous sommes au lendemain de la journée internationale dédiée aux droits de la femme. Nous allons le revisiter tout comme certains appels de certains auditeurs qui attirent notre attention sur quelques questions de proximité. Mais à l'Hérault, nous allons devoir revenir rapidement sur l'article de Courrier de la République que nous avons commenté la semaine dernière, lorsque dans votre parution du lundi 2 mars dernier, vous écriviez « Affaire marché de Niamtougou, Fort Gnassingbé a tranché ». Mais après cette émission, nous avons personnellement eu la réaction d'un certain nombre d'auditeurs qui se réclament d'être des fils de la préfecture de Doufegou, voire même des cadres. Alors, ils font croire que le problème il est réel, mais que le chef de l'État ne l'a pas tranché. Il a écouté toutes les parties prenantes et que la question revient maintenant au cadre de Doufegou de trouver la solution vraiment consensuelle à cette question de marché. Bon, peut-être que certains ont peut-être biaisé ou bien n'ont pas très bien compris les propos tenus par le président de la République quand il s'entretenait avec les groupes organisés du milieu à l'entame de sa campagne. Et vous savez, nous ne voulons pas créer des situations qui n'existent pas. C'est parce qu'il y a des faits que nous aussi, nous essayons de les relayer pour que des solutions puissent être trouvées à certains problèmes qui minent certaines communautés ailleurs.
c'est vrai, le chef de l'État voulant même aborder, ce ne sont pas les fils même qui ont abordé le sujet, c'est le chef de l'État, et le chef de l'État a eu même à dire que c'est un sujet sensible. Lui-même, il a eu à le dire. Et quand il dit que le canton de Niantougou a droit d'avoir son marché et il n'est pas interdit qu'une préfecture ait 2 marchés qui s'animent dans la semaine, 2 fois dans la semaine, là, ça veut dire qu'il a tranché, ça veut dire que le marché, on n'a pas besoin d'être un devin ou bien de sortir de très grandes universités pour comprendre la teneur de ce que le président dit. S'il estime il ne trouve pas d'inconvénient à ce que la préfecture ait 2 marchés qui s'animent dans la semaine, ça veut dire que le marché qu'on a voulu peut-être vider de son existence continue toujours à s'animer et que le nouveau marché construit trouve aussi son jour d'animation. Donc, je crois que je n'ai pas eu à changer les propos du président de la République. Je n'ai que restitué dans les faits pour que les gens puissent nous comprendre que cette histoire ne doit pas miner le vivre ensemble de des populations dans cette préfecture et que plus il y a de marchés, mieux l'économie dans la localité se portera. Merci à tous les cadres de Doufelgou, ministres, députés, même élus municipaux depuis Niantougou qui nous ont contactés pour nous dire que le problème est vraiment réel. Mais eux, les cadres de la préfecture, ils y réfléchissent pour trouver la solution qui arrange tout le monde et pour les exhorter à trouver rapidement la solution. Nous les saluons en langue Naouda, Brorbi. Et ils comprennent. Didier Assoba, Togo Brick News, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Merci, vous êtes né d'une mère et vous avez une épouse et vous avez 2 filles. Et évidemment, je salue ma maman qui est actuellement au village à Couvé. Je salue mon... À Couvé Boli, il faut préciser. Non, elle est contrairement à Couvé à 30, donc à l'autre extrémité de Couvé. Oui. Donc je suis issu des 2 extrémités du Couvé, donc un homme de consensus on dirait. Donc je salue mon épouse qui m'a fait le reproche ce matin d'avoir oublié toute la journée d'hier qu'il y a une journée internationale de femmes, mais les autres préoccupations hors journalisme ont dû m'empêcher de lui souhaiter une bonne fête. Et donc je lui faisais comprendre aujourd'hui qu'en réalité c'était pas une fête, mais que c'est plutôt une journée pour les femmes de revendiquer leurs droits et les égalités et tout. Mais elle a compris quand même, mais elle a voulu que ce devrait être une fête. Je m'excuse et les prochaines fois seront les bonnes. Je peux vous dire un peu votre aîné que les femmes aiment toujours qu'on leur fasse plaisir. Didier, Aliro Tchakala et Jean-Baptiste Atisso ne me démentiront pas. Eh bien, hier, c'était la journée internationale des droits de la femme, mais on a vu les femmes joliment habillées dans notre banlieue à Sagbado le côté hier, aussi bien à l'église que dans les rues. Les femmes des plus jeunes aux plus âgées arboraient des tissus vraiment multicolores. Ça veut dire que la femme, c'est toujours l'habillement. Alors, qu'est-ce que la presse dit sur cette journée ce matin? Togo Matin qui écrit Journée internationale de la femme. Faure Gnassingbé, le chef de l'État, qui recommande la création des conditions d'un plein épanouissement de la femme. Nouvelle Opinion nous parle de la célébration officielle par la ministre Tchabi Nandi Kolani. Et le journal écrit Journée internationale de la femme. La ministre Tchabi Nandi salue les efforts du gouvernement en matière d'égalité entre les sexes. L'économiste nous dresse aujourd'hui les portraits de ces femmes qui font le Togo. Alors, il y a toute une brochette des femmes. Si vous avez le journal, vous en saurez davantage. Togo Matin revient avec à l'article, à la page 4, cet article qui dit Togo Matin, donc excusez-moi, il m'arrive de me perdre dans mes papiers. Bon, passons plutôt à un autre journal, Le Combat du Peuple, qui consacre son éditorial à cette journée. Le Combat du Peuple qui écrit à quoi rime la journée du droit de la femme. Et le journal écrit que le dimanche 8 mars a été célébrée la journée internationale du droit de la femme. Le journal trouve que la journée internationale du droit de la femme ne saurait
se limiter à de beaux discours, à des chants et à des danses. Et Lucien qui écrit que dans certaines de nos sociétés, les femmes sont encore ghettoisées. Les jeunes filles n'ont pas droit à l'école. Le viol, le mariage précoce, le lévirat, l'inceste, le harcèlement sexuel et même parfois l'esclavage sont leur lot quotidien. Même en ville, trouve le combat du peuple, des jeunes filles abandonnées à elles-mêmes se livrent à la prostitution et à toutes les bassesses. Jean-Baptiste Atisso, ça veut dire, je rappelais que les femmes étaient joliment habillées hier, mais le combat pour que la femme soit vraiment restaurée dans sa dignité et dans l'égalité de ses droits, ce combat reste et demeure. Oui, le combat est vraiment entier à mener dans la mesure où à chaque veille de cette célébration ou au jour de cette célébration, on voit les officiels qui pondent des discours qui laissent accroire qu'il y a une bonne volonté politique derrière cette célébration, mais au fait, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette date, je crois que les discours demeurent des lettres mortes et ils ne sont plus suivis vraiment des faits. Sinon, et le panorama que notre confrère Combat du Peuple vient de décrire, c'est tout à fait réel. Quand vous parcourez un tout petit peu, vous quittez la capitale, vous allez déjà à partir de Tchévié, en allant jusqu'au nord du pays, vous allez vivre des situations vraiment inadmissibles en ce qui concerne les filles. Déjà à partir de 12-13 ans, vous allez voir comment au niveau scolaire, elles sont abusées et par... Bon, on ne dirait pas non seulement les enseignants, mais des personnalités insoupçonnées qui peuvent quand même mettre en vie ces filles et vraiment se comportent de façon indécente vis-à-vis de ces filles. Et quand on quitte ce terrain, on veut parler réellement des droits et on prend le discours officiel, les actions qu'on doit mener pour que les décisions qui sont annoncées dans les discours, cette décision-là ne prenne pas corps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque célébration, on a des discours, où il y a des célébrations officielles, on convie des groupements de femmes ou bien des associations de femmes pour venir célébrer pompeusement. Et puis après cela, il n'y a plus de réalisation au quotidien, c'est ça, avec son lot de misère qui... Merci. À propos de femmes, laissez-moi saluer une grande dame, Aélé, a été souffrante ces derniers temps, mais elle a trouvé la force de se rendre à son bureau, à son lieu de travail, d'où elle nous envoie à vous tous aussi un coucou. Eh bien, revenons donc à ce titre du journal L'économie, ces femmes qui font le monde. Et dans cet article, il y a de la femme balayeuse de rue à la femme présidente d'institution ici au Togo. Et puis également le confrère Togo Matin qui écrit la femme togolaise à la quête de son autonomisation et de ses droits. Voilà les deux équations qui restent posées à la femme Tchakala. La femme qui veut jouir pleinement de ses droits, tout comme l'homme, mais la femme également qui veut voir affirmer son autonomie. Oui, je crois que ça fait plusieurs années déjà que cette célébration se fait un peu partout dans le monde. C'est vrai, ces femmes, il y a certaines qui sont en train de s'assumer sur toute la ligne. Quand on parle de certaines femmes dans notre pays, on se rend compte que c'est la réussite, c'est la consécration. C'est des femmes qui n'ont rien à envier à ce que les hommes font. Mais cela ne leur a pas été donné sur un plateau d'or. Il a fallu qu'elles cravachent fort. Il a fallu qu'elles s'adonnent à fond pour peut-être se dégager des autres. Donc, il faut aujourd'hui montrer plutôt à la femme qu'au-delà de tous les vœux pieux qui voudraient consacrer la grandeur de cette femme, il va falloir qu'elle-même, elle lutte. Ce n'est pas les hommes qui vont les créer, ce n'est pas les hommes qui vont assurer leur promotion, mais c'est plutôt elles-mêmes qui vont essayer de se faire cette place-là au soleil qu'elles veulent tant. Quand vous voyez un peu au niveau de certains pays tels le Rwanda en Afrique,
les pays scandinaves où c'est à la tête de l'exécutif, on ne voit que des femmes. Là, ça doit être quelque chose qui doit inciter nos jeunes sœurs sous les tropiques aussi à réaliser cela. La plus puissante femme dans le monde, Angela Merkel, c'est une dame. Ça veut dire que si ailleurs, on réussit quand même, si les femmes réussissent le pari de se démarquer, de faire mieux que les hommes, ça veut dire qu'ici aussi, ces femmes ont la potentialité, mais seulement, les discours sont un peu hypocrites. Au même moment où on fredonne de belles paroles, on veut que la femme soit ci et ça, ceux-là qui fredonnent les mêmes discours, surtout côté hommes, sont les mêmes qui veulent maintenir les femmes à leurs places antérieures. Elles ne veulent pas que les lignes bougent de ce côté-là. Donc, je crois que les femmes ont un grand rôle à jouer. Elles ont des lignes à bousculer. Elles ont à s'affranchir de cette tutelle, de cette domination des hommes par leur travail, par leur disponibilité à se faire mieux que les hommes. C'est ça, c'est la seule option qu'elles ont. Sinon, dire que les hommes vont tout le temps déblayer le terrain, on va dégager le boulevard pour qu'elles y slalom, pour atteindre les cimes de la consécration, c'est tout faux. Donc, la balle est dans leur camp, personne d'autre ne ferait ça à leur place si ce n'est elles-mêmes. La balle est dans leur camp, Didier Assogba. Il va falloir que les femmes continuent à se battre pour mériter leur place au soleil, mais il va falloir également que les hommes qui sont leurs compléments, leurs compagnons, que les hommes comprennent que la femme qui accède à l'autonomie et à l'affirmation, ce n'est que la société dans son ensemble qui y gagne. Évidemment, l'année dernière, j'avais dit quelque part que les femmes doivent comprendre d'abord que leur combat ne doit pas être dirigé contre les hommes. C'est un combat à mener ensemble avec les hommes et amener peu à peu les hommes à leur accorder, à leur céder tous les droits qu'elles méritent. Et dès que cela est compris dans ce sens, je pense que la lutte pour les droits des femmes ira de soi. Mais si on veut transformer cette lutte-là en une lutte contre les hommes pour avoir les droits des femmes, je pense que c'est un combat qui est perdu d'avance. Un homme, naturellement, c'est quelqu'un, comme le disait Alirou tout à l'heure, c'est quelqu'un de dominant, on le dit, le Créateur nous a créé les hommes sexe dominant et que la femme a été créée sexe faible. Et donc, si on veut faire ce combat et réussir, il va falloir véritablement qu'on y associe les hommes et qu'on discute carte sur table avec les hommes et que ce qui revient de droit aux femmes, qu'on le leur accorde, l'éducation, les formations, les postes même, pourquoi pas, et donc pour que on soit à égalité dans la société et que la société se construise de façon harmonieuse. Nous voyons pas que les femmes ne se trompent pas non plus de combat en disant que journée des droits des femmes, ce devrait être une journée où les femmes doivent se liguer contre les hommes. Ce serait un combat perdu d'avance. Merci, mais les meilleurs, les personnes qui comprennent le mieux le combat et le besoin de s'affirmer des femmes, c'est des hommes qui n'ont qu'une seule femme et qui n'ont que des filles comme Barack Obama ou bien comme vous, Didier Assogba. C'est vous qui comprenez mieux. Évidemment, je comprends et c'est pour ça que j'explique en fait l'orientation que doit prendre cette histoire de lutte pour les droits des femmes. Ce ne devrait pas être une lutte dirigée contre les hommes, parce que si vous êtes né d'une mère, vous avez une épouse et vous avez des filles, vous comprenez mieux le besoin des femmes, vous comprenez mieux l'essentiel de ce qu'il faut accorder aux femmes pour leur épanouissement, et donc vous vous mettez à leur côté, vous les accompagnez sur ce chemin-là à ce que les femmes aient tous ces droits-là. Si vous avez que des filles, vous n'avez pas d'autre choix que de les envoyer à l'école et de tout mettre en elles pour qu'elles réussissent pour votre bien. Mais si vous avez que des garçons, vous ne comprenez pas mieux, comme mon frère par exemple, vous ne comprenez pas ce que nous disons le droit des femmes. Merci Didier qui n'a que des filles et qui comprend bien, Jean-Baptiste Latisso qui n'a que des garçons, qui comprend modérément, et bien celui qui comprend encore de façon harmonieuse, c'est Tchakala qui a des filles et des garçons. Oui, absolument, je m'y retrouve. Cette émission me permet de faire un coucou à une fille qui est à l'extérieur en train d'étudier, qui s'appelle Yasmine. Tous mes voeux de succès l'accompagnent.
Et certaines fois, il y a des actes que nous prenons qui tendent vraiment à faire croire à la dame que c'est des faveurs qui lui sont accordées. Il y a des situations, on prend des décrets, la notion du genre, on décrète la parité au niveau de certaines institutions, tout ça là. Moi, je crois que c'est pas du tout bien pour l'image même de la femme. C'est pas des trucs qu'on doit décréter, c'est des trucs qui viennent de façon naturelle. Quand on prend des décrets, quand on se retrouve en conscience, on dit que non, on souhaiterait que, au niveau du gouvernement, le portefeuille soit partagé de façon équitable. Je crois que ça ne rend pas service à la femme. C'est toujours comme, vous ne le méritez pas, mais nous voulons aussi que vous ayez votre place. Alors que ça ne devrait pas être ainsi. Donc, vivement que, au-delà, en dehors des décrets qu'on prend pour la parité homme-femme, je souhaiterais que les femmes même s'affirment pour que cela soit de mise. C'est un sujet intéressant, mais on va devoir le clore ici. Mais quand même, vous voyez depuis quelques années la façon dont ça se s'habille, avec des cotonnades à la mode sahélienne. Eh bien, tout simplement, c'est grâce à une jeune dame qui est allée étudier à Dakar et qui m'envoie des cadeaux de temps en temps et que je me sens de mieux en mieux dans mes nouveaux habits. Heureux papa. Comme dire que avoir une fille, c'est vraiment une bénédiction. Absolument. Sauf que cette belle harmonie est mise à rude épreuve dans le monde entier par un virus au nom bizarre, le coronavirus. Ça a commencé en Chine. Et les Togolais, très fervents, priaient que ça reste loin de leurs frontières jusqu'à ce que vendredi, et c'est pas la grande porte, parce que c'est le gouvernement, vu l'importance de la situation, c'est le chef du gouvernement qui avait à ses côtés le ministre de la Santé et le représentant résident de l'OMS au Togo. Eh bien, c'est le Premier ministre qui a choisi lui-même de porter à la connaissance du monde entier que le Covid-19, le coronavirus, est bel et bien entré dans notre pays. Revue de presse avec l'économiste qui écrit un cas de coronavirus détecté au Togo. L'annonce a été faite officiellement le vendredi dernier. Symphonie lui écrit que la patiente togolaise qui est détectée positive, qui est hospitalisée depuis dans le centre de prise en charge, se trouve dans un état stable. Nous rappelle Symphonie quand temps nouveau, il nous écrit ce coronavirus qui bouscule les habitudes. Et Achakala parlait tantôt d'une fille qui étudie à l'étranger. J'espère que Yasmine ne se trouve pas en Chine. Sinon, un nouveau journal, les coulisses du consommateur, qui écrit que les proches des étudiants togolais en Chine s'inquiètent au jour le jour. Et puis pour terminer, cet autre journal qui nous rappelle les habitudes à observer au quotidien en matière de prévention et éventuellement si un autre cas s'avérait. Voilà l'information officielle. Mais Didier, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux et même en discussion, il y a des gens qui continuent vraiment à se montrer sceptiques. Même si l'information a été donnée officiellement par la voix du Premier ministre. Oui, évidemment. J'ai dû lire plusieurs commentaires de ce que qui ont rapporté cette information ou cette sortie du gouvernement à la situation politique du pays. Des gens ont cru que c'est parce que il y a une contestation de la victoire du président confirmé qui s'organise, que le gouvernement a décidé d'annoncer ce cas-là de coronavirus pour refroidir les ardeurs d'éventuels contestataires qui chercheraient à se rassembler et à descendre dans les rues. Mais quoi qu'on dise, je ne sais pas quel est l'agenda de la communication gouvernementale, mais le coronavirus est véritablement une réalité. Et ce n'est pas une maladie avec laquelle on devrait s'amuser. Même si, entre griffes, des gens sont restés sceptiques, ça ne nous évite rien ou ça ne nous coûterait rien de continuer à prendre les précautions prévues par les autorités ou qu'on lit un peu partout sur les réseaux sociaux, les précautions pour la prévention et pour éviter la contamination. Prenons toutes les précautions possibles pour ne pas risquer la contamination à ce virus-là, parce que la plupart de ceux qui ont chopé ce virus
peu de gens seulement en sont rétablis. C'est un virus qui est véritablement dangereux pour la santé humaine. Et donc, quand on a beau avoir des différences sur le plan politique, mais quand on arrive sur le plan sanitaire, c'est vrai que la crise de confiance est déjà là, n'aide pas la communication gouvernementale à impacter l'essentiel de Togolais, mais je pense véritablement que ce n'est pas une information non plus à jeter par la fenêtre. Des gens ont dû s'amuser, dire que il y a Atikedi, Sodabi et tout ça, que coronavirus va mourir rapidement au Togo. Ne prenons pas de risques, prenons cette information et à chacun à son niveau, essayons de la gérer comme on peut, mais prenons quand même les précautions, puisque les autorités ont dit que les dispositions sont prises et que la patiente togolaise est mise en quarantaine avec tous ceux qui ont été en contact avec elle ces derniers temps. Tout ce que nous allons demander aux autorités, c'est de continuer à prendre les mesures nécessaires, parce que les grandes nations qui ont vraiment un système sanitaire plus efficace n'arrivent pas encore à gérer au mieux cette affaire-là. Et nous qui sommes ici au Togo, on sait ce qu'est notre système sanitaire. Et on ne souhaite pas que ça se divulgue assez rapidement, mais que les autorités continuent de prendre les mesures nécessaires pour que ça s'arrête juste à ce cas-là et qu'on vive sereinement notre vie. Eh bien, nous prenons acte des dispositions du gouvernement qui nous rassurent que le centre d'accueil des cas au CH Campus est bien équipé, aussi bien en ressources humaines que en matériel, et d'autant plus que le Togo espère compter sur l'appui de l'OMS. Le gouvernement également qui nous dit que des mesures appropriées sont prises à l'entrée de nos frontières terrestres, aériennes et portuaires pour nous assurer. Maintenant, il nous reste ce que nous rappellent encore plein de journaux comme Nouvelle Opinion, à savoir les précautions à prendre en matière d'hygiène, se laver les mains, savoir tousser dans le coude, observer des distances de sécurité dans les foules. Eh bien, espérons, adoptons ces comportements et avec l'espoir que nous n'en serions pas à des situations que connaissent l'Italie, la Chine, pour ne pas dire d'autres pays. Tchakala? Oui, je crois que il va falloir que nous jouons, nous journalistes, nous hommes de médias, jouons à fond notre partition. Il faut savoir dissocier le politique du sanitaire. C'est vrai, tous les commentaires qui fusent sur les réseaux sociaux sont plus passionnés que sérieux. Parce que quand ça commence comme ça, je crois que nous créons un flou dans les esprits des gens. Je crois que le gouvernement aurait joué le mauvais rôle si ce cas-là était étouffé, parce que ça avait commencé par un cas quelque part, avant que ça ne fasse des milliers de cas. Et on doit accompagner la dynamique de communication aujourd'hui. Et pour apporter d'ailleurs de l'eau à ton moulin, c'est parce que la Chine, à un moment donné, avait voulu faire l'omerta sur l'affaire, que ça s'est généralisé rapidement dans la province de Wuhan. Et aujourd'hui, c'est irrécupérable, quoi. C'est partout dans le monde. Oui, mais soyons sérieux. Quand les gens essaient de créer un lien qui ne devrait même pas exister entre le politique et le sanitaire, je crois qu'on a franchi le pas de trop. C'est notre pays, après tout. Quand ça vient, on ne va pas demander, mais vous êtes de quel bord ou vous êtes de quelle tendance avant que le virus ne fasse son truc. Donc, je crois qu'il faudrait que nous tenions le bon message, le bon langage, que nous ne créons pas des situations de grande diversion qui vont se retourner contre nous. Le mal est réel. On ne peut pas aller inventer un cas qui n'existerait pas. Donc, certains même sont allés dire que c'est parce qu'il y a des millions de dollars quelque part à prendre, c'est pourquoi on a créé ça. Je crois que c'est une aberration. Soyons sérieux, il faudrait que nous nous aimions. Quand vous allez, on a des parents qui sont en Chine, ça fait plus de 2 mois que certains étudiants ont été mis en quarantaine. Ils ne sortent pas. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur que hier la Juve et l'Inter jouaient dans un stade vide. Donc prenons, si les grandes nations ont pris les dispositions qui s'imposent pour que la contamination ne se fasse pas à très grande échelle, je crois que ici on ne doit pas badiner avec le coronavirus. C'est un fait réel. C'est un fait qui a des impacts sur le plan social, qui a des impacts aussi sur le plan économique. On avait tendance, dans les années 88, 85 par là, le sida était réel.
mais pour des raisons que nous ne saurions, les gens avaient voulu quand même dire que non, au niveau de notre pays, il n'y avait pas ça. Mais par après, ça nous a rattrapé. Donc, ne faisons pas comme ce qui a été fait dans les années 88. Le coronavirus, il y a un cas vrai, et luttons ensemble, passons les justes informations, passons les bonnes manières de faire pour se prémunir du virus, et mieux nous nous porterons. Merci. Nous continuons à interpeller les autorités publiques de prendre toutes les mesures sanitaires pour nous mettre en sécurité. Mais quant à nous encore, comme le rappellent beaucoup de journaux aujourd'hui, adoptons des comportements de prudence et d'hygiène en nous lavant régulièrement les mains. Mais ce matin déjà, depuis vendredi, il n'y a plus de gel sanitaire dans les pharmacies, il n'y a plus de masques. Eh bien, on peut acheter son savon et se laver régulièrement les mains. Et comme le virus commence d'abord par pénétrer dans notre gorge avant de descendre progressivement dans les poumons, la deuxième mesure, c'est éviter d'abord de se toucher un peu trop les yeux, le nez et la bouche. Éviter les contacts rapprochés. Ne touchons pas notre visage, comme le rappelle Nouvelle Opinion. N'éternuons pas et ne toussons pas. Disons à l'air libre, plutôt dans un mouchoir jetable ou bien dans le creux de notre coude. Et éviter de faire la bise, de trop serrer les mains et porter un masque si vous en trouvez. Jean-Baptiste Atisso, voilà les mesures de prudence, de précaution que nous rappelons. Oui, bon, je crois que celui qui a des oreilles doit entendre, parce que on ne peut pas quand même dire qu'il y a une maladie qui tue des milliers de gens en Chine. L'information passe en boucle sur les chaînes internationales. Et maintenant que ce cas est signalé malheureusement dans notre pays et que nous prenions l'information à la légère, et donc les mesures de précaution que nous devrions prendre pour pouvoir l'éviter, on doit quand même les suivre à la lettre pour ne pas être contaminé. Et autre cela, bon, je crois que vous parlez entre-temps de papier mouchoir jetable. Je crois que ça là, tousser dedans, je crois que les papiers mouchoirs ne manquent pas sur le marché togolais. Il faudrait quand même que les gens prennent les précautions, même pour pouvoir fabriquer de façon. Il y a même des cache-nez qu'on peut fabriquer soi-même avec les papiers mouchoirs pour pouvoir se prémunir de la contamination. Donc je crois que ce sont des mesures que chacun de nous est appelé à respecter pour que nous éloignions de nous cette maladie au lieu de sous-estimer la maladie pour que nous soyons malheureusement surpris. Merci encore une fois. Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Et la meilleure méthode en toutes circonstances, c'est la prévention pour ne pas le regretter. Alors, du coronavirus, il y a un autre virus qui nous menace dans la sous-région, même dans le pays, que nous n'arrivons pas à éradiquer définitivement, c'est les braquages. Les braquages qui interviennent dans certaines localités. Et aujourd'hui, c'est le confrère Vox Populi qui nous écrit donc à la page 7 qu'un bus de la compagnie de transport Stisali a été braqué hier dimanche 8 mars sur la nationale numéro 1 dans la région des Savanes, juste après Barkwasi, au lieu dans la localité de Galangashi. Et pour Vox Populi, ce braquage a produit un bilan très lourd, des morts, des blessés et d'importantes sommes d'argent emportées. C'est ce qui est arrivé hier à Galangashi, hier dimanche. Mais déjà dans sa parution de la semaine dernière, c'est le journal Mango Matin qui écrivait déjà que le 28 février dernier, il s'est produit des braquages sur la route de Manche, braquage également qui avait occasionné des morts et des blessés. Alors Manche, pour ceux qui voudraient bien se situer, c'est un village situé à environ 17 km à l'ouest de la ville de Mango. Et voilà ce que nous rappellent ces deux journaux, Vox Populi et Mango Matin.
Alors, comme pour dire, Chakala, que les braquages et par voie de conséquence, l'insécurité sont également, malheureusement, une réalité dans certaines localités du pays. Oui, malheureusement, c'est des situations aussi tristes que nous avons et nous devons déplorer. C'est vrai, ça arrive, ces braquages, au moment où l'on s'y attend le moins. On ne peut pas les éviter, c'est le propre de presque tous les pays, hein. C'est pas parce que ça se fait de façon presque quotidienne ailleurs que nous allons aussi dire que pourquoi ça doit venir chez nous. Non, nous avons des frontières poreuses, nous avons des armes qui circulent par rapport aux situations qui prévalent dans certains pays. Donc ces gens-là de mauvais augure peuvent aussi se diriger vers certaines localités pour semer mort et désolation. C'est ce qui s'est malheureusement passé hier. On ne peut pas aujourd'hui aller pointer un doigt accusateur en direction des autorités en charge de la sécurité de notre pays. C'est comme aller pointer un doigt accusateur en direction du ministre de la Santé chinois que pourquoi le truc là, le coronavirus est arrivé. Donc, c'est des situations, on peut beau avoir la maîtrise de la situation, on peut beau contrôler comme il se doit, mais il y a toujours certaines zones qui peuvent échapper au contrôle humain. Donc, il faut aujourd'hui, je crois que le ministre de la Sécurité a eu à faire des tournées de prise de contact avec certaines populations. Le combat ne relève pas que des corps habillés, mais des populations aussi qui doivent signaler tout mouvement suspect ou bien toute présence suspecte dans certaines localités. Quand vous voyez des gens qui ne font rien mais qui vivent bien, vous voyez des gens qui vous sont inconnus de par le passé, il va falloir quand même que vous signalez ces présences-là aux forces de sécurité pour que des contrôles puissent être faits autour de ces gens-là que vous n'avez pas connus de par le passé comme habitants certaines localités. Donc, c'est un combat commun à nous tous. Ce n'est pas un combat pour les seules forces de l'ordre et de sécurité, mais il faudrait que nous aidions ces corps habillés-là à assumer et mieux nous portons. Donc, il y a eu perte en vies humaines, il y a eu d'importantes sommes d'argent qui ont été emportées, et cela peut arriver à X ou à Y si nous ne nous resserrons pas les coudes. Et aujourd'hui, c'est à Galangashi que cela s'est produit. Demain, qui sait si ça peut se produire ailleurs. Donc, la vigilance doit être de mise au niveau de nos populations qui sont plus exposées à ces bandits-là. Merci. Nous allons terminer l'actualité de proximité avec deux informations sur le pétrole. Quand on parlait tantôt du coronavirus, je ne sais pas qui, mais quelqu'un avait dit que le coronavirus produit déjà des impacts sur l'économie. Justement, le journal Économiste écrit que les bourses du Golfe, les monarchies du Golfe, les bourses des monarchies du Golfe dégringolent, et Riyad, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, vient de baisser le prix de vente de son pétrole. Et ça nous rappelle un communiqué sorti la semaine dernière par le mouvement Martin Luther King qui exhortait le gouvernement à revoir le prix des produits pétroliers à la baisse. Et la raison qu'invoquait Pasteur Edo du mouvement Martin Luther King, c'était justement que le prix du baril sur le marché international chutait et que le taux du dollar aussi devrait plaider que l'État revoie à la baisse nos prix, les prix des produits pétroliers. Eh bien, c'est juste une question de logique. Jean-Baptiste Atisso, le gouvernement explique la hausse des prix par le coût du dollar et le prix du baril à la hausse. Maintenant que les deux contingences sont à la baisse, il va falloir que le gouvernement avise en conséquence. Oui, le gouvernement devrait aviser, mais vous savez, le gouvernement togolais évolue à pas de tortue. Et quand il faut baisser les prix. Oui, c'est ça. Quand il faut baisser les prix, il évolue à pas de tortue. Et on va vous dire que c'est parce que on a fait des achats qui devraient couvrir une période de 3 mois qui ne sont pas encore épuisés. Donc, ce stock étant là, il faudrait l'épuiser d'abord avant de voir s'il y a possibilité de baisser le prix. Mais quand il y a augmentation spontanément, il procède à l'augmentation du prix. C'est malheureusement ce à quoi on assiste dans notre pays, le Togo.
il y a une dichotomie entre les augmentations au niveau international, c'est-à-dire la fluctuation, si on peut utiliser le terme technique, la fluctuation au niveau du prix du baril à l'international. Ici, chez nous, il n'y a pas, cette fluctuation n'est pas, ne suit pas le même rythme, et ce qui fait que aujourd'hui, le Togolais est là, on nous fait subir des surcoûts, si on peut le dire ainsi, et on est là, le gouvernement ne dit rien. Il y a un conglomérat qui profite de ces produits pétroliers, et donc ils sont là, et ça ne leur dit rien. Quand la population souffre du prix de ce pétrole, ils sont là, insensibles à la misère de la population. Et pour ajouter à ça, justement, c'est que entre-temps, il y a 1 an ou 2 ans, nous étions sur ce même plateau, nous avons dit que le Togo est producteur de pétrole. Ici, ça a suscité un grand débat. C'est une polémique qui ne se dégonfle pas. C'est ça. Même si officiellement le gouvernement dément qu'on en est seulement au stade des recherches. Mais c'est une agence américaine qui avait sorti des chiffres en 2013 jusqu'à 2016 pour dire les quantités que les États-Unis ont importées du Togo. Et si cette publication est là, et doublé de ça, il y avait la Banque de France qui avait publié des chiffres provenant de la BCAO. Ici, il y avait le directeur national de la BCAO du Togo, monsieur Tenou Kossi, qui avait sorti, a fait une sortie médiatique pour démentir l'information, mais normalement, c'était une sortie ratée parce qu'il n'était pas la personne habilitée à faire cette sortie. Mais aujourd'hui, les faits sont là et sont têtus. Si le gouvernement sait réellement que le Togo ne produit pas du pétrole, c'est simple. Il faudrait, par exemple, le Togo dispose d'un bateau. Il suffit de prendre un certain nombre de journalistes. On va aller en haute mer pour sillonner la zone économique exclusive du Togo pour voir si réellement le Togo ne dispose pas d'installation pétrolière sur la haute mer pour démentir cela. Il ne suffit pas de faire ici une conférence de presse pour dire que le Togo ne produit pas du pétrole. La confirmation viendrait du fait que les journalistes iront en haute mer pour voir si réellement il n'y a pas de cela. Oui, Jean-Baptiste, on vous dirait que les journalistes devraient se donner eux-mêmes les moyens d'aller investiguer pour contrecarrer le gouvernement dans cette déclaration. Non, vous savez, oui. On ne doit pas s'amuser avec le destin. Je ne m'amuse pas. C'est ça. Parce qu'ailleurs, oui, notamment dans les pays que nous avons cités, un journaliste de New York ou bien de Paris, de Londres, ne va pas nécessairement attendre que le gouvernement le transporte sur un terrain avant de faire ses investigations. Je suis d'accord avec toi, mais quand par exemple on dit le gouvernement sort pour dire qu'il n'y a pas ça, la meilleure façon de prouver, c'est de faire déplacer les gens. Ils iront pour voir si ce n'est pas le cas. C'est vrai que c'est une polémique qui ne se dégonfle pas. Il y a quelques années même, nous avons interpellé le ministère des Mines qui a dépêché un représentant ici, un porte-parole, pour démentir que le Togo ne produit pas. Vous imaginez qu'une agence américaine va sortir des rapports comme ça, infondés? Oui, mais ce n'est pas vrai. Non seulement le gouvernement dément, mais l'instance là qui travaille pour la transparence dans le secteur des mines, ITIE ne mentionne pas non plus de produits pétroliers dans ces rapports. Ça veut dire que comme la préoccupation reste partagée, on va continuer à chercher. Peut-être qu'un bon jour on va voir si c'est le gouvernement qui a vraiment raison ou bien si le gouvernement sera pris en flagrant délit de ce qui je crois il y a un moment que vous parliez, je ne sais pas, Tchakala. Oui. Je crois que ce qui a un peu enflé la rumeur par rapport à cette production ou non du pétrole, c'est au regard de la haute sécurité que nos côtes donnent à certains navires. Donc, tous les navires qui sont au niveau de nos eaux territoriales sont sécurisés. Donc, il y a certaines transactions qui se feraient au niveau de ces eaux-là, au large de nos côtes. C'est ça sûrement qui a poussé certains à dire que nous produisons du pétrole. Sinon, si un pays produit du pétrole, je crois que cela se révèle de soi. On n'a pas besoin de se transposer, de se transporter sur les lieux pour voir les forages, les plateformes, tout ça là. Donc, et si on en avait, je crois que il y a les pêcheurs qui s'aventurent vers là. On serait déjà tombé sur ces plateformes de production de pétrole. Donc, je crois que
on va pas enfler à la polémique. On sait que le Togo ne produit pas encore de pétrole, même si entre-temps, il y a les grandes compagnies telles Eni qui ont essayé de faire des prospections. Donc, on ne peut pas cacher. C'est comme cacher un feu dans de la paille. Donc, façon, en EP, on dit que ça ne va jamais en bas. Ça finira toujours pas savoir si le Togo produit, oui ou non, du pétrole. Didier? Oui, ce qui a peut-être induit certains en erreur, c'est parce que dans les rapports, il s'est révélé que le Togo vend du pétrole. Ça c'est sûr au moins. Le Togo vend du pétrole. Vend ou revend, entre griffes, il y a quand même du pétrole qui est revendu ou vendu au Togo à d'autres puissances, à d'autres compagnies. Est-ce que c'est le Togo même qui produit ce qu'il vend ou le Togo fait juste de stockage et revend après? Ou peut-être aussi les transactions qui se font entre navires au large de nos côtes. Oui, non, évidemment, moi je parle de chiffres parce qu'on évoquait tout à l'heure les rapports. Et dans les rapports, il est dit quand même que le Togo a vendu tel nombre de quantités de pétrole. Et donc ça, on sait quand même que le Togo vend du pétrole. Vend ou revend, c'est selon. Vend ou revend, c'est selon, par l'entremise de la société togolaise d'entreposage. Donc, est-ce que ce qui est vendu par la STE est produit par le Togo? Ça, je ne suis pas dans ce débat, mais cela peut peut-être induire des gens à croire que ce qui est vendu au Togo est produit par le Togo. Mais on peut vendre également sans en être forcément le producteur. C'est ce que je voudrais juste dire. Merci. Nous allons terminer par la politique et la situation post-électorale qui ne finit pas de se faire parler d'elle. Des journaux reviennent sur le sujet aujourd'hui. Dans le combat du peuple qui écrit « Élection présidentielle, la boucle est bouclée. La Cour constitutionnelle a sifflé la fin de la récréation. » C'était depuis le mardi dernier. Et je crois que c'est l'article 104 de la Constitution qui stipule que c'est la Cour constitutionnelle qui connaît les recours des élections référendaires présidentielles et législatives et que c'est elle qui prononce la décision finale. Et à partir du moment où la Cour constitutionnelle s'est prononcée, il n'y a plus de débat. C'est comme en football, on marque un but contre vous, même si vous estimez que le but est irrégulier ou valide, à partir du moment où l'arbitre dit que la balle doit être au centre et que le VAR a confirmé, donc les joueurs n'ont qu'à repartir à l'assaut des buts adverses. Dans la foulée, Symphonie qui écrit salve de félicitations internationales à Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, le journal parle de Nana Akufo-Addo du Ghana et d'autres présidents qui continuent à adresser des télégrammes de facilitation, de félicitations au président réélu justement. Togo Matin écrit lui aussi réélection de Faure Gnassingbé, la reconnaissance internationale se poursuit. Ça c'est côté victoire proclamée par la CENI. Maintenant côté contestation, Temps Nouveau qui écrit revendication d'une victoire supposée que de l'intox et de la mystification. De l'autre côté, Temps Nouveau trouve quel avenir pour Jean-Pierre Fabre et le parti ANC pendant que le combat du peuple prend acte que Fabre, dans sa défaite, cultive l'humilité. Nouvelle Opinion, lui aussi titre Dynamique Poduro, toujours en mode divagation. Voilà les journaux que nous avons pu trouver aujourd'hui et qui reviennent sur le contexte post-électoral. Maintenant, vos commentaires, Jean-Baptiste? Oui, je crois que je ne vais pas commenter trop les titres. Non, c'est vos commentaires nos propres qui nous intéressent. Mais je crois que il y a lieu quand même de s'interroger sur un certain nombre de choses en ce qui concerne cette élection qui vient de se passer dans notre pays. En ce qui concerne les contours de son organisation jusqu'à la proclamation des résultats par la CENI et ensuite par la Cour constitutionnelle. Et je crois que les Togolais doivent se poser un certain nombre de questions. D'abord, en ce qui concerne la CENI et les membres du gouvernement,
crois que si on veut organiser un scrutin et qu'on veut transparent, équitable, avec tous les qualificatifs possibles, je crois que on doit faire vraiment preuve de sérieux dans ce que l'on veut organiser comme scrutin, surtout présidentiel. On ne peut pas dire que on veut organiser un scrutin. Les dispositions qu'on a prises pour la transparence du scrutin, on commence et puis à un certain niveau, on fait marche arrière pour dire que telle disposition ne peut plus aller, et au même moment qu'on refuse, il y a certains partis ou il y a certains membres de certains partis qui vont garder les matériels qu'on a refusé à tout le monde. On leur à ce niveau-là, il y a le travail que fait la CENI. Oui. Et il y a également le travail en interne que font, disons, les partis politiques ou les candidats qui sont allés à cette élection. Ça, je n'en disconviens pas. Mais c'est la CENI qui organise le scrutin. Oui. Et conformément au code électoral, il y a certaines dispositions que la CENI doit prendre pour la transparence du scrutin. Mais si on voit que ces conditions ne sont pas réunies, il y a lieu de se poser mille et une questions. Alors, vous parlez concrètement de quoi? Concrètement de quoi? Alors, la proclamation des résultats. On nous donne les résultats qui sont donnés au plan national. Alors, si des ministres sortent pour dire que on ne doit pas proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote, et que le code électoral n'a pas prévu cela. Alors, si on doit proclamer les résultats au niveau national, on doit se baser sur quoi pour proclamer les résultats au niveau national? Si ce n'est pas la compilation des résultats obtenus bureau de vote par bureau de vote. Ça, c'est une question. Est-ce qu'on sort est nihilo pour proclamer les résultats au niveau national? Ce n'est pas une fabrication. C'est une question qui avait été déjà abondamment débattue dans ce studio. Peut-être à ce moment-là, vous étiez à l'extérieur. Oui. Et puis, maintenant, la CENI se base sur quoi pour proclamer les résultats sur le plan national? Oui, je vous comprends, mais comme je le disais, nous avons déjà abondamment débattu dans tous les sens sur cette question. C'est une gâche aujourd'hui. Oui, imaginez. Mais on a dépassé ce stade. La CENI a proclamé le résultat provisoire que la Cour constitutionnelle a confirmé. Donc, et vous estimez que tout ça a été transparent? Bon, non, c'est pas il ne m'appartient pas à moi de juger, mais oui, de prendre acte. Tu es Togolais. Tu dois faire prévoir tes droits aussi, non? Jean-Baptiste, je vous comprends. Seulement, comme je le disais, nous avons déjà abondamment débattu de ce sujet. Il y avait des gens qui défendaient la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. D'autres trouvaient que, s'il vous plaît, d'autres trouvaient que ce n'est pas inscrit dans le code électoral, mais on a eu les positions pour et contre, mais souffrez que je vous rappelle, nous avons déjà dépassé ce stade-là, mais également rappeler que les observateurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, ont assorti leur rapport de recommandations. Je crois que Alirou, est-ce que c'est la première fois que ces observateurs Jean-Baptiste, Alirou, il y a sûrement que bon nombre d'observateurs ont fait des recommandations pour plus de transparence et de fiabilité. Ce n'est pas la première fois que ces recommandations sortent. Maintenant que la CENI en tiendra compte. Ce n'est pas la première fois que ces recommandations sortent. C'est-à-dire, ce n'est pas je vous comprends, mais on a déjà dépassé le stade là. Ce que vous dites ne va pas nous faire revenir sur les résultats. Il faut maintenant espérer que la CENI tienne compte de ce que les gens disent ici là, surtout des recommandations pour que quand nous aurons une prochaine élection, on c'est depuis 2000. Oui, pour la prochaine fois, je crois que toutes les recommandations qui ont été formulées, les gens doivent faire tout pour que, à la prochaine joute électorale, on ne parle plus de certains manquements que nous avions connus. C'est tout à fait normal. Maintenant, qui va veiller à ce que ces recommandations, parce que nous avons cette facile manière de pointer le doigt accusateur en direction du pouvoir. Alors qu'au niveau de l'opposition aussi, on ne prend pas les choses au sérieux. Toutes les recommandations, depuis que nous sommes rentrés dans cette ère démocratique, il y a eu plein d'élections. Il y a eu
plein de recommandations qui ont été formulées. Maintenant, quand vous vous taisez et que vous attendez quelques semaines de la présidentielle pour fredonner les mêmes refrains que non, on veut ci, on veut ça, alors que au moment où tout allait au mieux, vous n'avez pas mis la pression sur le pouvoir pour que ces recommandations puissent être mises en œuvre. Vous voyez un peu que l'opposition même est certaines fois responsable de la situation. Maintenant, s'agissant de l'élection, il faudrait, de la présidentielle du 22 février, il faut la conjuguer au passé. Il faut aujourd'hui, au lieu de pleurnicher autour des résultats qui ont été donnés, et il faut penser à ce qu'on a fait, ça n'a pas marché. De tout temps, on a toujours dit, nous allons vous apporter l'alternance. Les gens, cette fois-ci, le refrain qui est un peu galvanisé certains, c'est que réveillez-vous à 6 heures, allez à 7 heures voter, à midi, je vous donne. Les Togolais ont tenu parole, ils sont allés voter. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'on ne nous a pas rapporté cette victoire tant clamée? Il faut chercher les solutions à cet état de fait. C'est pas la première fois. Il y a des gens qui nous avaient dit, nous, Gorogora, mettons-la dans ce pays. Les gens sont allés, ils ont voté, mais il n'y a jamais eu une seule chose pour dire qu'il y a eu 2 ou 3 Gorogoro. Les gens ont dit que c'est votre président qui vous parle. C'est toujours le même refrain. Et toutes les fois aussi, c'est les mêmes procès qu'on formule à l'endroit du parti au pouvoir. On a bourré les... Bon, cette fois-ci, moi je me dis, je ne suis pas en train de défendre. Vous connaissez toujours ma position. On dit le pouvoir a volé, on dit qu'il y a eu bourrage, mais c'est la première fois où j'ai vu UNIR prendre une élection plus au sérieux qu'antérieurement. Si tant est qu'on a pour soutien clandestin le vol ou le bourrage d'une, vous pensez que cette campagne-là aurait été faite comme on l'a constaté cette fois-ci? Donc, ne cherchons pas les pouces sur un crâne rasé. Il faut aujourd'hui que l'opposition se remette en cause. Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis là et que l'alternance peine à se faire, à se réaliser dans notre pays? Il faudrait les états généraux de l'opposition. Il faut arrêter de ces jérémiades-là qui n'apportent rien. Les gens sont encore sur la présidentielle de 2020, du 22 février. Quand certains déjà pensent aux législatives de 2023, 24, si je me trompe. Donc, prenons les choses plus au sérieux. Faisons notre autocritique, nos propres critiques, nos manquements. Relevez-les et dites-vous que mais la prochaine fois, nous ne permettrons plus que le vol soit la chose que les autres prennent et que nous aussi nous allons trouver des antidotes par rapport. Mais toutes les fois, si on évite de reconnaître nos parts de responsabilité par rapport à l'échec de l'alternance, c'est que toutes les fois on dit que UNIR a fait ci, UNIR a fait cela. Je crois qu'on a encore de très longues années à faire. Lorsque nous étions il y a quelques années à une formation bridge, il revenait souvent que la prochaine élection commence dès qu'on sort d'une élection finissante. Maintenant, comme l'a dit Tchakala, et c'est la loi constitutionnelle qui le dit, l'élection du 22 février, c'est à conjuguer au passé parce que la Cour constitutionnelle a statué. Le vol là, c'est à conjuguer au passé? Jean-Baptiste, oui, je me réfère au texte de la République. Vous savez, si on doit toujours parler de tests, oui, je crois que on aura à faire des élections jusqu'en 2050, voire 2100, il n'y aura pas d'alternance au Togo. Okay. Si c'est que peut-être vous n'avez pas été sur le terrain pour observer ce qui s'est passé réellement, vous allez dire qu'on va se réfugier derrière les tests et puis l'alternance. Moi, avec ce que moi j'ai pu observer sur le terrain, oui, si on doit se dire on va se cacher derrière les tests. Je ne vous coupe pas. Le débat, encore une fois, peut-être que vous n'étiez pas allumé, le débat avait été animé dans nombre de médias. Les positions pour, les positions contre ont été exposées, mais nous sommes en République et l'arbitrage est fait par les institutions. Les institutions je vous renvoie encore à notre loi constitutionnelle. Et puis, à ce que Tchakala a dit, il y a la loi, il y a également les comportements des acteurs politiques. Encore une fois, Jean-Baptiste, souffrez qu'on regarde de l'avant. Et c'est ce que font des journaux comme Temps Nouveau, qui écrit Faure Gnassingbé, vainqueur de la présidentielle de 2020, un nouveau quinquennat sous le signe du travail. Et Vox Populi, qui écrit, lui, après la confiance renouvelée au président Faure Gnassingbé, cap sur les promesses de campagne. Et Vox Populi, Jean-Baptiste, s'il vous plaît, Vox Populi se demande si Faure Gnassingbé pourra tenir les promesses qu'il a faites lors de la campagne. Rapidement, parce que nous sommes déjà à midi. Je reviens d'abord sur la polémique et vous voyez qu'à chaque fois qu'on parle de politique et d'élection, vous voyez les Togolais
s'opposent diamétralement et à chaque fois, il n'y a jamais de solution. Des gens ne sont pas pour la Cour constitutionnelle, il y a certains qui trouvent que c'est très bien. Des gens ne sont pas pour la CENI pendant que d'autres disent c'est très bien. Et on dit les tests et on sait qui sont ceux qui font les tests. Quel test? C'est-à-dire qu'en réalité, le problème général qu'on a au Togo, et ça vaut pour tout le monde, c'est qu'on n'a pas de contrat. On n'a pas de contrat sur ce qui est bon pour notre Togo. Indépendamment de nos chapelles politiques, que UNIR vienne ici dire ce casque est bon pour le Togo. Que l'opposition, ANC ou MPDD ou Podjuro viennent dire que si c'est pour le Togo, ce casque est bon. Et tout le monde est d'accord pour le casque. Et dès qu'on arrive au niveau du casque, tout le monde se met d'accord. Ça, on n'en a pas au Togo. Donc, chacun fait ce qui l'arrange et chacun fait ce qui va dans son avantage. Si c'est le pouvoir qui le fait mal, les gens là. Si c'est l'opposition qui le fait là, il dit vous vous rangez, sinon malheur à vous. Et donc, vous voyez, on est dans ce carcan-là et ça refuse toujours de finir. Merci. Et la Cour constitutionnelle, oui, je reviens. Là parce qu'il est midi, les auditeurs attendent déjà en ligne. Faut pas parler de Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, la preuve de la crise de confiance, c'est que des Togolais continuent même à douter de ce que le chef du gouvernement a dit annoncé, que le coronavirus est dans nos murs. Oui. Alors finalement, dans cette crise de confiance, finalement, qu'est-ce que nous allons croire et qu'est-ce que nous n'allons pas, qu'est-ce que nous allons continuer à ne pas croire? 93.5 Canal FM. Eh bien, chers amis auditrices, auditeurs, nous vous avons servi des sujets tous azimuts sur différents aspects. À présent, la parole est à vous et le technicien m'annonce déjà Serge depuis Paris. Bonjour Serge. Oui, bonjour Serge Gaou, bonjour à vos confrères sur le plateau, monsieur Sakala, le monsieur de Boto. Oui, Didier Assogba et l'homme de... Voilà. C'est Kakondi, Jean-Baptiste Atisso. Et l'autre aussi. Oui. Voilà, tout le monde. Et un peu togolais. Oui, Serge? Oui, voilà. Bon, moi, ce qui me c'est la situation politique et tout son corollaire d'intervention, en fait, en tout genre sur votre... Oui. Je vous écoute donc en podcast tous les jours et je voudrais d'abord vous faire un travail de qualité, monsieur Sanzaro. Merci beaucoup. J'ai pas forcément le temps d'appeler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émission de vendredi dernier, où vous aviez invité donc un professeur de droit que vous qualifiez de sommité. Non, le professeur Hunake. Voilà, le professeur Hunake, voilà. Oui. Le professeur Hunake, donc. Moi, donc j'aimerais revenir en fait sur les explications du professeur Hunake, qui disait donc en fait que M. Agbeo Mekodjo, qui se prévalait à la légitimité populaire en s'auto-proclamant président, était en train de faire un coup d'État. C'est ce qu'il a dit, hein. Oui. Et j'ai été étonné que personne sur le plateau n'a sur cette sommité-là du droit au Togo, que en fait les coups d'État au Togo, quand il a toujours fait des coups d'État, c'est pas l'opposition n'a jamais réalisé le coup d'État au Togo. L'article 150 de la Constitution et dit donc que la situation qui a prévalu en 2005, le coup d'État donc de M. Faure Gnassingbé, c'était un coup d'État qui est toujours un crime imprescriptible. Oui, mais M. Serge, le sujet de l'heure, c'est l'élection du 22 février 2020. Et vous vous rappelez que les propos du professeur Hunake ont été confirmés par le professeur Koda, qui avait également appelé au téléphone, qui avait confirmé ce que disait le professeur Hunake. Je ne sais pas, mais je pense qu'il ne faut pas essayer de faire prendre aux Togolais des vessies pour des lanternes. Donc, si tu as fait un crime, ce que Faure Gnassingbé qui s'est rendu coupable de crime en 2005, ça c'est quoi alors? Bon, la situation aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire croire aux Togolais, c'est que la Cour constitutionnelle donc a proclamé les résultats, donc c'est acté, la messe est dite, je pense que c'est le sujet du jour, et qu'il faut passer à autre chose. Oui. Voilà. En fait, un problème de légalité face à un problème de légitimité populaire. C'est tout simplement ça. Et dans tous les systèmes politiques, il y a une légalité qui, à un moment donné, l'emporte sur la légitimité populaire. Donc là, M. Faure, il se dit gagnant, il va gouverner, mais tôt ou tard, il sera rattrapé par la légitimité populaire. C'est ça le problème du Togo depuis des années. Merci. Et ça, à mon avis, ça ne permet pas de bâtir une société juste et une société où tous les citoyens peuvent se retrouver dans cette dynamique populaire-là.
Merci Serge. Juste vous rappeler qu'en 2005, c'est vrai que quand Faure Gnassingbé avait été investi le 5 février 2005, sous la pression nationale et extérieure, il avait dû démissionner pour se présenter à l'élection présidentielle d'avril 2005 qu'il avait gagné. Il a démissionné, mais il n'a pas été jugé pour le crime. Eh bien, laissons le soin à l'histoire et aux Togolais d'aviser en conséquence. Faire un rappel historique, parce que le professeur, quand il faisait son histoire par rapport à... Il a oublié de dire qu'il y avait eu déjà des coups d'État dans l'histoire du Togo. Merci de nous rappeler ce que les deux professeurs avaient oublié. Merci à vous, Serge, et à tous les amis qui nous suivent depuis Paris, un peu partout dans le monde entier. Maintenant, nous revenons au Togo avec l'ami Comme la Vie. Bonjour. Bonjour à vous, Comme la Vie. Et bon, je voudrais intervenir tout précisément. Je voudrais dire à celui qui anime le débat, sincèrement, de laisser ses collègues développer leurs idées. Il est en train de développer ses idées. Vous avez dit qu'il n'était pas au pays. Alors que quand il est venu, laissez lui aussi continuer. Ne pas Monsieur Comme la Vie, vous êtes auditeur. S'il vous plaît, Monsieur Comme la Vie, vous êtes auditeur. Laissez aux journalistes faire leur travail et vous allez apprécier. Vous avez écouté quand même le temps que nous avons laissé à Jean-Baptiste de faire son développement. Qu'on vous dise aussi ce que vous ne faites pas bien. Et comment ça vous permet de vous corriger après. Bon, secondo. Oui, allez-y. Vous avez l'habitude aussi de dire de se confier au texte. Vous, en tant que journaliste, en âme et conscience. Est-ce que les textes du Togo sont souvent respectés? Non. Et quand vous dites confiez-vous au texte, si les textes sont tordus, les gens ne respectent pas, vous dites de se confier au texte, c'est pas normal. Et dans ce cas-là, vous proposez quoi, vous? Mais laissez les contester. Ne dites pas que c'est déjà au passé. Alors, dans le cas les gens contestent les élections même. S'il vous plaît, l'ami Comme la Vie. S'il vous plaît, l'ami Comme la Vie. Oui. Je ne sais pas si vous avez bien lu la Constitution togolaise. Alors, en ce jour maintenant, quand la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée et que ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, qu'est-ce que vous proposez dans le sens de l'après-scrutin du 22 février? Mais ils sont en train de contester. Laissez-le. Quand Jean-Pierre Farr en 2015, il avait contesté juste pendant une année, non, ou bien 2 ans, je pense. Mais pourquoi vous ne voulez pas que l'autre aussi conteste? Nous ne refusons à personne le droit de contester, mais nous voudrions quand même que tout ce que nous posons comme acte se conforme aux lois que nous nous sommes données. Alors si une loi n'est pas bonne, on peut la changer. Les lois de la République sont faites, mais ne sont pas respectées par le pouvoir en place. Merci, l'ami Comme la Vie. Didier Assogba, vous disiez tantôt que c'est un peu comme ça, et nous les Togolais... nous prenons un peu les choses de façon un peu trop partisane. Oui, de façon partisane. Comme par exemple l'intervention de notre ami de Paris qui rappelait la sortie des professeurs de l'université. Et c'est pas seulement sur Canal FM, ces professeurs sont sortis dernièrement pour expliquer cet état de fait. Et comme il l'expliquait, il faisait le rapport par rapport à d'autres événements. On rappelle les tests dans leur contexte lorsque ça arrange un camp et lorsque l'autre camp se trouve fautif, on oublie ou on manque quand même de faire les mêmes analyses. Et ce qui fait que aujourd'hui, quand le Togo marche généralement, quand on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière. On fait 3 pas en arrière. Bon, ok. À chacun d'en juger. Et on a l'impression de tourner sur place. Sur des années, on tourne sur place. Alors que ce qu'on veut d'ailleurs, et ce que veut Faure Gnassingbé n'est pas différent de ce que veut Agbéomé, c'est pas différent de ce que veut Jean-Pierre Fabre, c'est pas différent de ce que tout le monde d'entre nous ici est en train de vouloir. C'est généralement ce qui amène les gens à douter de certaines sorties, même si c'est vrai. Et ça rappelle encore ce débat-là de République. Les Togolais doivent encore se retrouver, se mettre d'accord sur ce qu'on veut pour finir. Oui, finissez parce qu'il y a les auditeurs qui attendent dans ligne, que c'est leur moment. Pour que l'État que nous voulons construire réellement, l'État de droit, la République que nous voulons construire, nous mettons d'accord dessus. Par exemple, la Cour constitutionnelle. Je réactive pas le débat, mais je rappelle ça en passant que la Cour est toujours de 7 membres parce que lors de la révision constitutionnelle, on a pris soin de sauter un article qui nous permettait de régler ce problème. Et nous avions abondamment relevé cet état de choses. Peut-être que si d'autres avaient été là, ils nous auraient mais nous allons recevoir l'ami abonné en ligne. Bonjour.
Chad, abonné qui a dû attendre longtemps et qui est reparti, mais il va revenir, je connais sa témérité. Le temps qu'il revienne, Jean-Baptiste Atisso. Je crois que ce que notre ami Kolmami vient de dire est pertinent parce que, vous savez, ici, on dit que quand la Cour constitutionnelle se prononce, il n'y a plus de recours possible. Mais est-ce que la dernière fois, ils ont refusé de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote au niveau de la CENI. Mais est-ce que le code électoral prévoit au niveau de la Constitution que le président de la Cour constitutionnelle proclame les résultats région par région? La dernière fois, il a proclamé, avant la publication des résultats au niveau national, il a proclamé par région, avant de faire le cumul au niveau national. Est-ce que les tests dont vous faites allusion là, est-ce que ces tests demandent au président de la Cour constitutionnelle de proclamer? Oui, mais vous parlez justement qu'on respecte les tests, c'est pour relever. Concrètement, vous proposez quoi maintenant? Non, c'est parce que c'est la CENI qui a d'abord fait le faux pas. D'accord, la CENI a fait son faux pas. Oui, la proposez quoi en retour? On fait table rase. On fait table rase parce qu'on ne peut pas continuer à faire des élections où les résultats sont volés. Politique d'aviser en conséquence. L'ami en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. C'est Koumana. Monsieur Koumana. Oui. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. J'aimerais toucher un peu le sujet de votre émission au début, c'est-à-dire le marché du Felgou, oui. Spécialement à Niamtougou. Je tiens d'abord à vous dire merci à tous les journalistes et surtout à vos confrères vraiment qui se sont investis dans cette affaire-là. J'aimerais dire que le peuple a le droit de prendre cette promesse ou solution du chef de l'État comme il veut. Et que au même moment, demander à la population du canton de Niamtougou de croire à la promesse ou aux solutions données par le chef de l'État. Parce que la population et la promesse du chef de l'État vaut plus que ces cadres de notre du Felgou. Alors, nous disons merci et seulement soyons toujours unis et vigilants aussi. Si il verrait un jour que cette promesse va tourner à gauche, que le peuple même soit souverain devant l'histoire. Et nous croyons que les mannes de nos ancêtres, comme je l'avais dit une fois, et Dieu de nos ancêtres combattra pour la préfecture et le canton de Niamtougou. Merci beaucoup. Merci, monsieur Koumana. Merci. Juste vous rappeler que, en principe, le marché s'anime avec et pour des vivants. Mais les mannes des ancêtres vous inspireront dans le bon sens. C'est Abonné qui revient? Oui, monsieur Sass. Merci pour le retour. Bonjour. Bonjour à vous. Je pense qu'au premier abord, il y avait usurpation d'identité. Et maintenant, je viens d'appeler. Ah, ok. Vous m'excusez. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Sur le sujet de l'élection, moi, je veux qu'on cesse de jouer du médecin après la mort. On a su ici au Togo qu'on n'avait pas respecté la Constitution lorsqu'il faut composer la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a évolué jusqu'à la proclamation d'où on savait que sa décision était inattaquable. Donc si on ne fait rien en amont, je ne pense pas qu'on peut faire aussi quelque chose en aval. Ça, c'est la première observation. Sur le coronavirus, sans te mentir, nous prenons nos dispositions pour ce qui concerne l'hygiène, la santé et tout. Mais il arrive un moment que nous doutons de l'information. Pourquoi? Dans les autres pays, lorsqu'il y a l'épidémie, le cas épidémie, on voit comment l'engouement du ministère sur le phénomène. Mais le week-end passé, c'est un communiqué qui est circulé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu un communiqué de presse. Je n'ai pas vu une émission spéciale. Je n'ai pas vu des journalistes qui sont allés constater. Je n'ai pas vu des médecins qui sont vraiment intéressés par le sujet avec les moyens de bord. On nous a télévisé, on nous a montré, même si on cache le visage des victimes avec le visage des médecins traitants, on a un élément pour apprécier si vraiment cela est avéré grave, pour qu'on puisse prendre encore plus de conscience. Parce que les frontières terrestres, on en a beaucoup au Togo.
et que l'État en question, voilà que nous parlons en français. Ceux qui ont les langues nationales là, ils vont se retrouver sur ce problème-là. Donc, j'interpelle vivement le ministère de la Santé. Je sais qu'ils ont une ligne de communication. Ils n'ont qu'à communiquer beaucoup là-dessus. Et sur la sécurité aussi. Vous voyez, avec nous, on nous dit on doit voter pour la paix, la paix, la paix. Dans les autres pays, lorsqu'il y a braquage, après les braquages, on fait tout pour arrêter les gens. Ou bien on fait tout pour satisfaire celui qui est victime. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, que la sécurité aussi revienne sur ce bonne base. Merci. Abonné. Nous prenons encore deux auditeurs, puis nous faisons le point. Oui, bon, le temps qu'il... sur le coronavirus. Il y a un moment que vous parlez, Tchakala. Oui, je crois que l'intervenant qui vient de raccrocher a parfaitement raison. Quand la situation est telle que nous la connaissons de par le monde, il faut choquer pour faire prendre une certaine responsabilité à des gens. On devrait quand même, il y a des masques, il y a des accoutrements spéciaux qu'on porte pour aller choses. Au moins, on devrait nous filmer, on devrait faire sérieux autour de la chose pour que les gens disent que, ah tiens, ça va. Donc, et puis, on n'a pas pris la chose comme cela se doit. C'est ce que l'autre a regretté. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Le temps qu'on prenne l'auditeur qui est en ligne. Bonjour, Nestor. Oui, bonjour. Oui. C'est pour participer à l'émission. Oui, vous y êtes. Ah, bon. Pour le cas des élections, bon, vous cherchez à dire aux gens de faire temps raser, les gens n'appellent pas toujours. On parle de laisser les gens contester. Bon, moi, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, ils vont contester. Nestor est parti, mais dire quand même que la loi donne la liberté aux Togolais de contester ce qu'ils veulent, mais l'essentiel, c'est que les contestations, les protestations devront également respecter les limites fixées par la loi. C'est ça l'état de droit. Si une loi, c'est la loi du moment qui vaut, et si elle n'est pas bonne, on peut la changer. On reçoit l'auditeur suivant aussi. Kolani, bonjour. Allô, bonjour, ça. Oui. Non, c'est toujours pour les élections. Ah oui, je m'en doutais bien, venant de vous. Allô? Oui, allez-y. Oui, non, vous savez, au fait, vos confrères sur le plateau, il y a deux qui ont dit certaines choses, ou bien vous-même. Vous avez dit que après les élections, si vous échouez, vous vous préparez encore pour les échéances qui suivent. Oui. C'est normal, parce qu'en allant aux élections, il y a un qui va gagner. Mais que ça soit propre. Mais si nous allons voter, on me dit ce que vous avez voté dans les urnes, c'est ce qu'on vous dira. C'est tout ce que nous demandons. Vous voyez, sinon chaque fois qu'on fera les élections au Togo, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est les mêmes qui vont toujours gagner. Et le peuple sera frustré. Et quand ce peuple est frustré, vous savez là où ça nous amène? Non, l'insécurité. Quand on dit souvent qu'il y a la sécurité, les djihadistes ici, c'est parce que quand la population est dépassée, ils ne trouvent pas en lui ceux qui sont devant lui, qui ne respectent pas les tests qu'on se donnait. C'est là où tout ceci arrive. Donc vous êtes des journalistes, chaque fois je le dis, nous on ne refuse pas que le chef de l'État n'a pas gagné ou bien il a gagné. Mais il ne faut pas tirer le drap vers son côté. Moi j'étais le directeur de campagne de la dynamique. Oui, mais je veux concrètement qu'on me dise ce qui est dans les urnes là, c'est ce que nous avons fait. Et puis on dit bravo à celui qui a gagné. Mais si on n'a pas ça là, je ne sais pas, en tout cas le chef de l'État a chacun sa conscience. S'ils savent réellement qu'ils ont gagné, ils ont leur conscience. Et puis pour finir, les professeurs d'université que vous dites là, on se pose des questions des fois, si les gens sont partis chercher des diplômes ailleurs ou bien ils le méritent. Sinon, un professeur d'université, quand il parle, il brille dans ses paroles. Mais ceux-là, ils ont des partis pris, ce n'est pas intéressant. Et puis ça ne donne pas de bons modèles pour le peuple togolais. Merci pour votre soutien. Merci Kolani. On va finir avec Pelé, puis nous faisons le tour de conclusion ici. Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ouais, c'est concernant les élections. Oui, allez-y. Oui, je pense que nous avons un régime qui est né depuis 1963 et une opposition depuis 1963, avec le même match, avec le même système. Quand on dit que les élections sont passées, il faut parler d'autres choses, c'est grave. Parce qu'à chaque fois, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Parce que nous sommes dans ce pays où, des fois, le régime même crée des mercenaires pour dire qu'ils ont attaqué le pays, que c'est ceci, c'est celui-là, c'est Jésus-Christ et autres. Maintenant, Jésus-Christ n'est pas rentré dans le gouvernement, travaille avec le régime l'a baisé. N'importe qui, tout le monde a passé avec ce régime, le régime l'a baisé. Ça veut dire que ce régime-là, il n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes et ne peut pas quitter le pouvoir par les urnes. Parce que il sait que c'est la France qui l'a mis là-bas et il sait ce qu'il fait et vous pouvez faire tout
il donne des scores aux gens quand il veut, il fait ce qu'il veut. C'est pas normal. Nous parlons de la démocratie. Quel que soit ça, le peuple togolais n'aime pas la violence. On nous a dit dans ce pays tout récemment qu'on a voté la paix et la sécurité, mais il y a des braquages encore. Pelé, vous allez terminer par là? Oui, il y a des braquages encore. Où se trouve la sécurité maintenant? Donc il faudrait qu'on soit conscient que le régime connaît que le peuple togolais s'aime tous. Merci. Et nous sommes dans la résistance. Merci Pelé. Eh bien, pour l'essentiel, on retient que au Togo, c'est toujours la crise de confiance entre une partie de l'opinion et le sommet du pouvoir. Ça, c'est de deux également. Le respect que nous devons tous aux textes, aux lois que nous nous sommes donnés. Jean-Baptiste, je pense qu'on peut résumer tous nos débats à ces 2 points. Oui, respecter les tests, mais ceux qui incarnent les institutions et doivent veiller au respect des tests ne le font pas, malheureusement. C'est ce que nous constatons amèrement. Oui. Sinon, à un moment de la vie, si vous avez des responsabilités au niveau national, il faut les assumer pour que, après votre départ, on puisse garder l'histoire du Togo, puisse garder votre nom en bien. C'est ça qu'on doit viser. Mais si, parce qu'on veut se remplir les poches, et on fait du n'importe quoi pour se maintenir ou ses ambitions personnelles, je crois que un beau jour, vous allez quitter soit par la faute des choses, mais l'histoire va retenir votre nom en mal. C'est ce que c'est ce à quoi nous assistons maintenant. Sinon, Chakala, simplement pour dire que pour le cas de la CENI, de la Cour constitutionnelle, moi je le réitère que si il ne coûtait rien absolument à la CENI de publier les résultats bureau de vote, parce que on a publié avant le scrutin même. Vous l'avez déjà dit. Le Togo Presse a publié les comment l'appelle-t-on tous les bureaux de vote au plan national. Togo Presse a publié tous les bureaux de vote. Qu'est-ce que ça coûte maintenant à la CENI d'envoyer les résultats à ce même journal Togo Presse pour que les résultats soient publiés? Merci. De surcroît, la CENI même a un site internet. La CENI a un site internet. Des autres aussi, s'il vous plaît. Tchakala, nous sommes à la conclusion. Didier Assogba disait tantôt, les auditeurs, quand ce que nous disons les arrange, ils nous applaudissent. Mais quand nous faisons des commentaires sur des faits avérés qui les arrangent pas, ils nous critiquent. Vous vous rappelez, lorsque nous critiquons les institutions ici, les personnes qui représentent les institutions qui ne s'élèvent pas au-dessus, notamment quand Maître Agboyobo et Duka avaient lancé la question du déverrouillage des institutions, nous en avons parlé abondamment ici. Aujourd'hui, nos amis auditeurs semblent oublier cela. Oui, je suis l'un de ceux-là qui relaie cela dans mes colonnes et sur les antennes quand l'occasion m'est donnée. Vous savez, c'est vrai, j'ai eu des messages par rapport à mes interventions. Je tiens à rassurer les uns et les autres que Aliru Tchakala n'a pas changé, c'est toujours le même combattant, mais certaines fois, il me plaît bien de titiller le bord auquel je me suis toujours vers lequel je me suis toujours senti à l'aise, c'est que le bord de l'opposition, c'est que il faudrait à un moment cesser de pleurnicher sur ce qu'on a contribué à faire prospérer. Il faudrait des autocritiques. Il faudrait. L'opposition togolaise dans les années 90, moi j'étais déjà étudiant, j'ai vu l'opposition togolaise était le modèle que les autres pays, les oppositions des autres pays voudraient voir. Ils s'inspiraient du cas togolais au regard de la fulgurance de tout ce qu'ils ont, les leaders ont pu obtenir. C'était bien lancé. Maintenant, quand toutes les fois on doit pleurnicher, nous avons fait ci, mais on nous a volé, nous avons fait... Mais faites vos états critiques. Qu'est-ce que vous faites? Et puis toutes les fois, c'est vous qu'on vole. C'est ce que nous voulons. Mais tant que l'opposition ne se retrouvera pas dans un cadre pour faire un état des lieux, sans complaisance de la lutte qu'elle a menée depuis là, je crois que nous avons encore de très longues années à vivre les mêmes choses. Donc, vivement que cette élection-là serve de déclic à soigner le chemin qui reste à faire à l'opposition. Très rapidement, nous comprenons nos amis auditeurs, certains qui sont militants, sympathisants, mais nous sommes journalistes, nous sommes tenus par les lois du pays et le sens de la déontologie et de l'éthique. Et bien que chacun fasse son travail, mais seulement nous nous rappelons que le Togo se veut état de droit et quelqu'un a dit le respect des lois qu'on s'est données signifie liberté. Oui, évidemment. Après, on est désolé en tant que journaliste de ne pas pouvoir faire le combat des autres. Et ça aussi, il faut que les gens le comprennent. Ça vaut également pour les deux bords.
des fois, sur cette élection-là qu'on vient de traverser, Dieu seul sait ce qu'on a eu à endurer en tant qu'homme de médias, en tant que journaliste. Il suffit que vous écrivez quelque chose qui arrange quelqu'un, ils prennent et ils vous applaudissent. Il suffit que demain vous dites autre chose, ah ben vous êtes le plus vendu, vous êtes et puis ça frustre, mais on est juste désolé, je le dis encore, de ne pas pouvoir faire le combat des autres à leur place. Mais maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que chacun puisse se regarder dans la glace et voir ce qu'il a fait au tribunal de sa conscience, ce qu'il a fait de bien et de mal, et ce qu'il peut apporter de meilleur pour que le Togo gagne. Merci. Demain. Je vous arrête là, mais maintenant vous blanchissez votre carton. Ben, j'ai pas de carton. Courage à tous les Togolais et bonne fête, bonne suite de fête à toutes les femmes. Merci. Tchakala Aliromoru. Non, ben je donne un carton vert au gouvernement de nous avoir annoncé le premier cas et de nous inviter à prendre les dispositions qui s'imposent pour éviter sa propagation à grande échelle. Merci Jean-Baptiste Atisso. J'ai été heureux de vous retrouver dans ce studio. Je constate que votre verbe a grandi en conséquence. Il a mangé le lion. Il s'est assis à la place de quelqu'un. Suivez mon regard. Oui, votre carton? Oui, bon, je n'ai pas de carton à donner, mais je veux interpeller le chef de l'État sur un fait. Allez-y rapidement. Il est le chef de l'État togolais et il doit marquer le Togo. Merci. Il doit marquer le Togo. C'est ça ce que je veux lui dire. Merci. Eh bien, président, si vous suivez le club de la presse, Jean-Baptiste Atisso vous rappelle que vous êtes le président du Togo et il vous revient de marquer le Togo. Et pour finir encore ce que Michael Akila nous écrit, que le désir de bien faire est un puissant moteur. Mais le désir de faire le bien est plus puissant encore. Alors que le bien soit notre moteur. Bon appétit à toutes et à tous. Rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.